Je m'appelle Florent de Gletagne et je suis le créateur et éditeur de Bliss Comics. Avant, j'étais d'abord assistant de prod, puis tourneur dans une société qui s'appelle Ruc Spectacle, la société de production de spectacles de Laurent Ruquier. On s'occupait d'artistes comme Vincent De Dienne, Gaspard Proust ou Michael Gregorio. Et j'ai fait ça j'y étais pendant 5 ans, 6 ans. J'ai commencé ma carrière professionnelle là-bas et j'y suis resté plusieurs années. Ouais. J'étais pas du tout dans l'édition auparavant. Ben, c'était le bon moment. J'étais au bon endroit au bon moment et c'était la bonne opportunité pile au moment qu'il fallait en fait. J'allais être papa, j'avais décidé avec ma femme de déménager, de quitter Paris en fait, et j'avais l'opportunité d'éventuellement de continuer mon travail, mais en partant en télétravail, en partant à Bordeaux. Et finalement ça s'est pas fait et du coup je me suis retrouvé en septembre 2015, pendant l'été 2015 à me dire voilà, je me décide, donc je pars à Bordeaux, mais je quitte mon travail et il va falloir que je retrouve quelque chose de nouveau à Bordeaux. Donc j'avais toujours mon taf jusqu'à la fin de l'année à Paris, mais il fallait que je trouve une alternative. Et au mois de septembre 2015, Panini a annoncé l'abandon de la licence Valiant sur les réseaux sociaux. Et moi j'étais déjà lecteur de VO, de l'univers Valiant, que je lisais en anglais, que j'aime énormément. Et je me suis dit mince, c'est dommage. Je connaissais les éditions de Panini et j'ai trouvé ça super dommage qu'ils lâchent l'affaire. Et du coup, peut-être 2 jours après l'annonce de Panini, j'envoyais un mail à Valiant pour leur dire écoutez, c'est con ce qui se passe, on vient de l'apprendre là officiellement, qu'est-ce qui s'est passé, moi je pense qu'il y a ça qui peut-être allait pas forcément, j'ai peut-être des idées, est-ce qu'on peut discuter quoi, est-ce qu'on peut en parler? Et puis ils ont dit ok, discutons et on a beaucoup échangé, on a beaucoup réfléchi sur des plans de publication, des choses comme ça. Et puis entre fin septembre et mi-novembre, on va dire, et mi-novembre c'était signé, quoi. Il y a peut-être un mélange il y a un mélange, je pense, de plusieurs facteurs. Il y a le fait que Panini avait lâché la licence et que du coup, sachant qu'il avait déjà précédemment lâché en Espagne et en Italie, mais avant la France a été le dernier, Panini France a été la dernière filiale à lâcher Valiant. Et du coup, la licence, une licence qui vient d'être abandonnée, il y a souvent peu de chance pour faute de vente, qu'il y ait quelqu'un d'un seul coup qui se montre intéressé pour la reprendre. Ils se disent tentons quoi, de toute manière. La licence elle est au plus bas, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, pourquoi pas, on va pas dire fermer les portes. Donc ils ont été je pense assez cool pour m'écouter. Je leur ai dit que j'avais un petit passif dans le comics parce que j'étais blogueur, par ailleurs podcasteur sur un site qui s'appelle Comic City et que je m'intéressais un petit peu plusieurs années aux comics, donc j'avais des idées là-dessus, mais bon, c'était très clair pour eux que j'avais pas de passif dans l'édition, si jamais ça se concrétisait, il fallait être patient avec moi, le temps de monter ma boîte, de trouver les partenaires, les distributeurs, les diffuseurs, je les connaissais pas, les imprimeurs, je les connaissais pas, j'ai appris vraiment de zéro le métier, donc ils ont été assez cool pour être patients avec moi, laisser le temps de réfléchir à un bon plan de publication, à ce qu'il fallait faire. Mais le contact est très très bien passé. C'est aussi une question de passion, je pense. Quand ils ont vu que j'étais vraiment quelqu'un de passionné qui allait monter sa boîte au départ uniquement pour défendre l'univers Valiant. C'était vraiment l'opportunité de créer Bliss Comics, ça n'existait pas avant. Ils se sont dit le mec, s'il est motivé pour créer sa boîte et défendre à 100% l'univers, contrairement à Panini où c'était juste un petit bout
de collection noyés au milieu de Star Wars et Marvel. Ils se sont dit, bon, bah, il y a un coup à jouer, quoi. Bah, comme je dis, je pense que c'est plusieurs facteurs. Il y a ça, et je pense, peut-être les idées que j'ai eues pour reprendre le catalogue de manière intelligente à la suite de Panini. C'est-à-dire pas forcément changer le format déjà, reprendre un point de la continuité un peu plus récent avec un titre qui est un one-shot, qui est un bon point d'entrée, et voir après plus tard comment on peut rééditer les séries qui avaient été travaillées par Panini. Là, pas juste dire voilà, Panini a sorti un tome 3 et moi 1 an et demi voire 2 ans après je vais sortir juste le tome 4. Non, c'était pas une bonne stratégie. Si Panini s'était planté, alors avec toute la force qu'a Panini, peut-être qu'il fallait réfléchir à un truc différent, et je pense que le changement de stratégie les a plu aussi. L'analyse que je faisais, je pense, du marché les a plu, et ils étaient contents d'avoir quelqu'un qui... Parce que eux voient le marché de très loin, donc ils font confiance aux agents qui travaillent avec eux en Europe. Et avec Panini, je leur ai dit, visiblement, vous avez fait confiance à Panini sur ce format-là, et vous, comme vous ne connaissez pas forcément le marché français, vous vous êtes dit, ok, visiblement ça n'a pas marché, donc essayez d'entendre un autre son de cloche, et je pense que ça les a plu. La première année, l'objectif était de trouver un bon point d'entrée pour les nouveaux lecteurs qui découvrent l'univers Valiant, et ne pas se reposer, faire fi quasiment en fait du lectorat qui s'était construit, du petit lectorat mais qui était encore quand même un petit peu là, du lectorat de Panini, et dire voilà, on sort un one shot et des nouvelles séries plus récentes dans la continuité, donc qui à l'époque était sortie courant 2015, et moi ma publication a commencé en 2016, donc des sorties vraiment récentes de l'univers Valiant. Ne pas reprendre les séries qui avaient commencé en 2012-2013 aux États-Unis, donc les séries de Panini. Ce titre c'était The Valiant, avec une équipe créative All-Star, Matt King, Jeff Lemire, Paolo Rivera au dessin, vainqueur d'un Eisner Award. Pour moi c'était parfait. Ça a été calculé, c'est un titre qui a été travaillé aux États-Unis pour être un point d'entrée justement, une forme de relance. Et je me dis c'est parfait pour faire ça. Et ensuite à la suite de ce titre-là, de ce one-shot-là, donc très accessible en un seul tome, il y a plusieurs séries également très accessibles qui ont été relancées, comme Bloodshot Reborn ou Divinity ou Ninjak. Et du coup j'ai repris la dynamique sur ces titres-là, en mettant un point d'honneur à dire c'est accessible, et pour les fans hardcore qui se disent mais j'ai pas lu la première série Bloodshot que Panini avait sortie, c'est pas grave, c'est pas important. Le deuxième volet au début, qui maintenant est beaucoup moins présent, c'était l'aspect numérique, c'est-à-dire en librairie je fais fi de ce qu'a publié Panini pour le moment au départ, et je pars sur un truc neuf, mais en numérique je remets à disposition les titres que Panini avait sortis, parce qu'ils n'étaient plus du tout disponibles en librairie, ils avaient été retirés, détruits, pilonnés, etc. C'était que dispo en occasion. Et je les remets à dispo en numérique, comme ça les premiers lecteurs de Panini peuvent continuer à lire la suite quand même de leurs titres, qui du coup se sont mis à sortir, que j'ai fait sortir uniquement en numérique d'abord, avant plus tard de sortir des grosses intégrales en librairie de ces premières séries Panini. Je ne sais pas si c'est très clair, mais voilà. En gros, c'était vraiment commencer avec des séries fraîches, en plus avec des équipes vraiment solides, des titres novateurs. Et ça a été plutôt un succès, quoi. Globalement, ça a été super positif. Ça a vraiment dépassé nos attentes. Les libraires ont apprécié, je pense, le fait qu'on reparte sur un format cartonné, avec une fabrication, alors qu'il y avait ses défauts au départ. On apprenait le métier, donc tout n'était pas parfait, loin de là.
Mais en tout cas de partir sur un format cartonné, alors que Panini faisait un format souple qui sur le marché était un peu dévalorisé. Et d'avoir en fait un bouquin qui... Moi mon objectif c'était d'avoir un livre qui sur les étagères des libraires, le client n'a pas l'impression que c'est un petit éditeur indé avec des petits tirages, etc. Il voit le bouquin et le libraire a envie de le mettre sur la même étagère que Urban ou Glénat ou Delcourt. La fabrication et tout, on se dit pas ça c'est un petit éditeur. On se dit tiens c'est un beau bouquin, il est du même standard de qualité que ces grands éditeurs. Et aussi en termes de prix, il est compétitif par rapport à ces éditeurs-là. Et je pense que ça a plu aux libraires parce que pour mettre en avant le catalogue, ils se sont dit bon ben on n'a pas à dire voyez ça c'est un petit truc de niche juste pour connaisseurs qu'on ne trouve pas partout. Non, je suis diffusé largement partout en ligne, en librairie spécialisée, en Fnac, en Cultura, etc. Et je veux me mettre face à face avec les Big Two en fait, pour montrer que je suis une alternative aux super-héros traditionnels. Un peu à mi-chemin entre l'indé et le super-héros traditionnel. C'était vraiment C'est sûr, c'est sûr. C'est sûr que ça demande des gros sacrifices en plus de ça, on a fait des prix promo, des prix de lancement sur les premiers mois sur les premières séries, des prix de lancement à 10 €. Donc ça aussi ça a été un facteur à dire putain un petit éditeur qui fait un truc de lancement dès le départ, parce qu'on s'est dit si on a une occasion de vraiment de montrer au marché qu'on est là et de montrer au lecteur qu'on arrive en force, un nouvel univers qui est frais, qui est novateur, qui est mature, qui est accessible, c'est là. Donc sur les 3 premiers mois on a fait des prix de lancement et évidemment quand on fait ça et qu'on est un petit éditeur, et en plus c'est nos tout premiers bouquins, on n'a pas les mêmes prix chez les imprimeurs, on n'a pas du tout les mêmes conditions, même chez un diffuseur-distributeur, donc c'est des sacrifices, on se serre la ceinture les premiers temps, mais ça a payé parce que ces titres-là ont bien marché et ont plu aux libraires, et du coup les libraires aussi deviennent de très bons ambassadeurs pour l'univers Valiant, pour proposer une alternative au Big Two. Donc ouais c'est sûr, c'est dur quand en face il y a des grands groupes comme Média Participation ou Panini ou Delcourt ou Glénat, ça fait un peu le vertige, mais c'est aussi la passion, quoi. Ils ont vu qu'on était vraiment passionnés, qu'on mettait tout notre cœur dans ces bouquins-là, avec des bonus, avec des belles éditions, que vraiment on voulait que ça ait de la gueule. Et je pense que ce truc-là est bien passé auprès des libraires et auprès des lecteurs, et auprès de la communauté de comics. Ils se sont dit, c'est aussi des fans. Et moi je voulais faire des bouquins que j'ai envie de voir en tant que lecteur et en tant que fan, que j'ai envie de voir en librairie. Oui, bah, la première année, c'était un test. Les titres ont bien marché. Même nos premières intégrales, la première qu'on a sortie avant Noël, la première année, qu'on n'avait pas prévu de sortir et que finalement testé, on l'a fait, a bien marché. Elle est en rupture partout maintenant depuis bien longtemps. Donc je pense qu'on a touché au départ notre cœur de cible, c'est le lectorat de fans de comics, de fans de super-héros, celui qui va régulièrement dans sa librairie spécialisée BD ou comics, ou Spé Comics. Donc je pense qu'on est maintenant, Bliss est plutôt bien connu et identifié de ce lectorat-là. Moi après mon objectif, c'est évidemment de m'ouvrir, de créer des passerelles, créer des ponts avec d'autres lectorats. Quand on voit ce que font, enfin ça c'est un constat que partagent tous les éditeurs de comics en France. Quand on voit les chiffres que font les films au cinéma et comparativement ce que font les comics dont ces films-là sont adaptés, c'est peanuts. Et on se dit il y a des opportunités des fois incroyables qui se perdent. Le marché du comics, même si il augmente, l'offre est pléthorique. Elle n'a jamais été aussi large en indé et en super-héros.
Il y a vraiment des possibilités de s'ouvrir à un lectorat plus casual, un lectorat plus féminin aussi, parce qu'on va pas se mentir, le fan de comics de base, il est majoritairement masculin. Moi, j'ai été super content que l'année dernière au Comic Con, j'ai plein de femmes qui viennent, de femmes, de jeunes femmes, d'ados qui viennent, et pas que pour acheter Faith, parce que évidemment Faith c'était un titre qui naturellement pouvait attirer un lectorat féminin, parce que enfin une super-héroïne déjà qui sort des clous, des canons du super-héros qu'on voit depuis des décennies, et puis un personnage super enthousiasmant, une série qui est féministe, qui est écrite par une femme, partiellement dessinée par une femme, une française en plus. Mais non, ces nanas-là, quand on les voyait arriver sur le stand, elles prenaient du Bloodshot, elles prenaient du Harbinger, elles prenaient du Imperium, de tout, donc c'est génial, je veux vraiment pousser ça, quoi. Enfin, on a besoin... Le lectorat de comics historique a besoin de se régénérer, et heureusement se régénère avec aussi la littérature Young Adult. Il y a aussi ce versant-là en comics Young Adult. Il y a tellement de territoires à explorer. Donc aujourd'hui, c'est ça que je veux faire. C'est aussi pareil avec Love is Love, l'anthologie caritative que je fais. Je m'ouvre aussi à un public qui ne lit pas du tout de comics, mais qui est sensible aux questions d'homophobie. Moi, j'ai plein de gens qui viennent, qui n'ont jamais ouvert un comics, mais qui ont acheté Love is Love. Donc voilà, je veux pousser ça évidemment. Alors 2018, c'est une année de transition, parce là en début d'année, on a fini des grosses séries, des gros morceaux. Ce mois-ci se finissent Ninjak, se finissent Face aussi. Le mois dernier s'est terminé la première série X-Manowar, une série historique emblématique de Valiant. On a plein de nouveautés, globalement une grosse nouveauté par mois qui sort. Donc j'ai 4, 5, 6 titres tout le long de l'année sur lesquels je mise beaucoup. En février, on a eu Britannia, qui est une enquête X-Files dans l'Empire romain, si on veut schématiser, et qui est un titre passionnant, super accessible, en plus pas du tout lié à l'univers Valiant à la base, donc n'importe qui peut le prendre, un fan de franco-belge peut le prendre, ça peut faire penser à un Murena par exemple. Ce mois-ci, j'ai la nouvelle série Harbinger Renegade, qui est dessinée par un artiste culte qui s'appelle Derek Robertson, Transmetropolitan, The Boys, donc c'est une de mes grosses sorties, c'est ma grosse sortie de ce mois-ci. Le mois prochain, j'ai la relance de X-Manowar par Matt Kindt, qui est un titre exceptionnel. C'est Conan dans l'espace. C'est un titre, je crois que c'est le titre le plus épique que j'ai jamais sorti. C'est un carton aux États-Unis, et j'ai vraiment beaucoup d'espoir sur ce titre-là. C'est pareil, un titre qui peut vraiment attirer par aussi son style graphique un public aussi de franco-belge. Au mois de mai, j'ai Secret Weapons, qui est mon gros titre du premier semestre, qui est scénarisé par Eric Esserer, qui est le scénariste notamment de Premier Contact, du film Premier Contact, qui a été nommé aux Oscars, et qui est le scénariste des 2 prochains films Valiant, et qui travaille et qui du coup a écrit une série qui s'appelle Secret Weapons, qui est un one-shot très accessible et qui est passionnant, qui parle d'adolescence, qui parle des problèmes d'une adolescence un peu paumée, avec des pouvoirs improbables. Et c'est un titre très attachant, très accessible aussi, qui représente vraiment l'ADN de Valiant pour moi. Donc cette année, ouais, chaque mois, j'ai des nouvelles séries. La rentrée sera chargée avec le retour de Jeff Lemire sur le personnage de Bloodshot. Quelque chose hors univers Valiant que je prépare pour la fin de l'année aussi, dont je ne peux pas encore parler, mais qui me tient énormément à cœur. Et voilà, un titre aussi très engagé à l'image de Love is Love l'année dernière. Il y a une grosse concurrence sur les licences, ça c'est clair. Alors pas sur les grosses licences super-héroïques, ça elles sont casées depuis des années maintenant, c'est bon, mais c'est surtout sur du titre indépendant, où
sur beaucoup de séries Image notamment. Il y a une grosse concurrence des éditeurs français pour choper des licences. Moi, j'ai l'avantage d'être implanté avec l'univers Valiant, que je travaille avec passion, où je mets toute mon énergie dessus. Et du coup, oui, je suis serein parce que j'ai pas à me battre sur chaque nouvelle série que je vais sortir. Et ça, c'est un poids énorme en moins pour moi. Et Valiant me fait confiance. J'ai la chance de travailler en étroite collaboration avec eux. Ils me font confiance, je leur fais confiance. Ils font confiance pour parfois changer les couvertures, pour modifier les formats, rassembler des séries en un one-shot si je pense que c'est plus adapté au marché. Donc on travaille vraiment en parfaite transparence et je m'inquiète pas, quoi. C'est vraiment un gros poids en moins pour moi en tant qu'éditeur.